Tout le monde, mon nom est Bahrat Hamza, bienvenue dans ma chaîne Love Science. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle série de cours, à savoir l'ordonnancement, la méthode Gantt et PERT. Dans cette première partie, nous allons voir l'ordonnancement et le planning de Gantt. C'est quoi un ordonnancement? Un problème d'ordonnancement consiste donc à organiser dans le temps la réalisation de tâches, compte tenu de contraintes temporelles, les délais, contraintes d'enchaînement prioritaire entre les tâches et contraintes de ressources. Nous allons donc, pour illustrer notre problème, nous allons commencer par un cas pratique. Il s'agit de la construction d'un entrepôt. Donc la construction d'un entrepôt est découpée en 10 tâches, dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant. Alors, ici, les tâches sont représentées par des lettres. Donc la nature de chaque tâche, donc A, donc acceptation des plans, pour une durée, sa réalisation donc pour un délai de 4 jours. B, c'est la préparation du terrain, 6 jours de réalisation. Et C, commande des matériaux, une journée. Creusage des fondations, une journée. E, commande des portes et fenêtres de jour. F, livraison des matériaux de jour. G, coulage des fondations de jour. H, livraison des portes et fenêtres 10 jours. Donc G, c'est 2 jours. Et H, 10 jours. J, pose de mur et de la charpente et de la toiture du toit, donc pour un délai de 4 jours. Et J, mise en place des portes et fenêtres. Donc ça, c'est les tâches. Cette colonne représente bien sûr une contrainte temporelle. C'est les délais de réalisation qu'on doit respecter. Alors, les contraintes, on va parler surtout des contraintes d'antériorité ou des contraintes de priorité entre les tâches, alors qu'ils sont représentées comme suit. La tâche C, c'est quoi? C'est commande des matériaux. Alors C doit être réalisé après A. Donc, commande des matériaux doit être réalisée après acceptation des plans. Donc C doit être réalisé après A, ça veut dire que A c'est le prédécesseur de C. Donc on va mettre ici les prédécesseurs de la tâche. Mais la contrainte, et ici c'est les prédécesseurs. Alors, pour D, la tâche D, creusage des fondations, D doit être réalisé après A et B. Donc creusage des fondations doivent être réalisés après acceptation des plans et après préparation du terrain. Donc A et B, c'est les prédécesseurs de D. Même chose, E, pour la tâche E, doit être réalisé après A. Donc A précède E. F doit être réalisé après C. C précède F. G doit être réalisé après D et F. Donc D et F, c'est les prédécesseurs de G. H doit être réalisé après E. E, donc précède H. I doit être réalisé après G. Donc la tâche G précède la tâche I. Et J doit être réalisé après HI. Donc HI, c'est les prédécesseurs de J. Donc on va présenter dans le tableau suivant les tâches et leurs prédécesseurs. Comme suit. Donc dans ce tableau, on représente donc les tâches, sont représentées par des lettres et leur nature. Et ici, c'est les prédécesseurs. Alors, on doit rajouter, pour retrouver le tableau initial, on doit rajouter les deux tâches, A et B. Donc, on va les rajouter dans les deux premières lignes, à savoir donc A, acceptation des plans, et B, préparation de terrain. Donc, ces deux tâches n'ont pas de prédécesseur, parce qu'ils commencent en même temps au début du projet. Alors, donc ici, on a toutes les tâches, les 10 tâches et leurs prédécesseurs. Alors maintenant, l'étape suivante. L'étape suivante consiste donc à ordonner les tâches par étape. Étape 1, étape 2, jusqu'à l'étape N. Alors, la première étape, l'étape I ou étape J, donc qui contient des tâches. Les tâches sont représentées par des cercles.
les tâches de la même étape sont des tâches parallèles. Ils peuvent se réaliser simultanément. Ils n'ont pas de contrainte de priorité entre elles. Donc, on peut les réaliser simultanément. Par contre, par exemple, les tâches de l'étape 2 ne peuvent se réaliser qu'après avoir réalisé les tâches de l'étape 1. Et les tâches de l'étape 2 peuvent se réaliser simultanément. Il n'y a pas de contrainte d'antériorité entre elles, et ainsi de suite. Alors, comment déterminer ces étapes et les tâches parallèles? Alors, je commence. Donc, la première étape, donc je mets donc les tâches d'un côté droit et les prédécesseurs le côté gauche. Premièrement, je cherche toutes les tâches qui n'ont pas de prédécesseur. Alors, ici les tâches, ici les prédécesseurs. Je constate que A n'ont pas de prédécesseur. Alors, je mets une barre, donc ici, il n'y a pas de prédécesseur. Donc, les deux tâches qui n'ont pas de prédécesseur, je les entoure. Donc, ces tâches représentent la première étape. C'est les tâches qui n'ont pas de prédécesseur. Donc, je balance ces deux tâches dans la première étape, ici, comme vous constatez. Donc, ces deux tâches, je peux les réaliser en parallèle, simultanément, sans que l'une influence l'autre. Maintenant, la deuxième étape consiste à quoi? Consiste donc à barrer les A, les tâches qui se trouvent dans la première étape, dans la colonne de gauche et la colonne de droite. Alors, je commence donc à barrer la tâche A et la tâche B. Côté gauche, donc côté droit aussi, prédécesseur, je barre A, B, ici, voilà. Donc, j'ai barré tous les A et B qui sont représentés dans la colonne gauche et la colonne de droite. Maintenant, on va reprendre le process, donc on va chercher toutes les tâches qui n'ont pas de prédécesseur. Toutes les tâches non barrées qui n'ont pas de prédécesseur. Alors, je constate que tâches C, D et E n'ont pas de prédécesseur non barré. Donc ici, il n'y a pas, tout est barré, pas de prédécesseur. Alors, ces trois tâches représentent l'étape 2. Donc, donc je les balance dans l'étape 2. Ces tâches peuvent être réalisées en parallèle, sans que l'une influence l'autre, mais cette étape ne peut être réalisée qu'après la réalisation de l'étape 1. Dans ce cas, je refais la même chose. Je vais supprimer C, D et E dans les deux colonnes de part et d'autre. Alors, je commence à barrer C, D et E. De l'autre côté, de la même chose, avec une barre bleue. Voilà, voilà. Maintenant, je cherche tous les prédécesseurs qui n'ont pas de... toutes les tâches qui n'ont pas, non barrées, qui n'ont pas de prédécesseur. Hop. Je constate que le F n'a pas de prédécesseur, tout est barré. Le H n'a pas de prédécesseur, tout est barré. Par contre, le J, il reste un prédécesseur. Alors, F et G représentent donc la troisième étape. Je balance maintenant les deux tâches à la troisième étape. Donc, F et G sont des tâches qui peuvent se réaliser simultanément, mais après avoir réalisé les tâches généralement de l'étape 2. Donc, je vais refaire la même chose. Je vais barrer F et H dans les deux colonnes. Alors, F et H, l'autre colonne aussi. Donc, F et H sont barrés dans les deux colonnes. Je recherche une autre fois, je refais la même chose. Je cherche les tâches qui n'ont pas de prédécesseur. Alors, j'ai encerclé les tâches qui n'ont pas de prédécesseur. Alors, la tâche G n'a pas de prédécesseur. Alors, est-ce qu'il y a une autre tâche qui n'a pas de prédécesseur? Non. Donc, la tâche G, la seule. Donc, je vais balancer la tâche G à la quatrième étape. Je vais refaire la même chose. Je vais barrer la tâche G de part et d'autre, ici, et de l'autre côté. Et je cherche une autre fois. Je vais encercler la tâche non barrée ou les tâches non barrées qui n'ont pas de prédécesseur. Je constate seulement la tâche
I qui n'a pas de prédécesseur. Donc, je vais balancer la tâche I dans la 5e étape. Donc, je vais parer I de part et d'autre. Donc, la colonne de gauche et la colonne de droite. Donc, je cherche une autre fois les tâches ou la tâche qui n'a pas de prédécesseur. Je vais l'encercler, c'est la tâche J. Alors, je vais balancer la tâche J dans la 6e étape. Voilà ici. J'ai terminé avec l'ordonnancement des tâches. Donc ici, toutes les tâches qui se trouvent dans la même étape sont des tâches qui peuvent se réaliser simultanément. Et chaque étape, les tâches de l'étape, par exemple de la tâche 3, ne peuvent se réaliser qu'après la réalisation des tâches de l'étape précédente. Les tâches de l'étape 3 ne peuvent se réaliser qu'après la réalisation des tâches de l'étape 2 et ainsi de suite. Donc on a fait un ordonnancement des tâches. Alors, maintenant, après avoir fait l'ordonnancement des tâches, on va établir les liens entre les tâches en respectant bien sûr les contraintes. Alors, on commence par la première contrainte. La contrainte C doit être réalisée après A. Donc C doit être réalisé après A. J'établis là donc C après A. Donc voilà la flèche qui représente la contrainte de liaison. La deuxième contrainte, D doit être réalisée après A et B. Donc D doit être réalisé après A et B. La contrainte suivante, E doit être réalisée après A. Donc E après A. Donc F doit être réalisé après C. F après C. La liaison, la contrainte de liaison. Alors, G doit être réalisé après D et F. G après D et F. Hop, voilà, et F. DF. Alors maintenant, la contrainte. Alors, H doit être réalisé après E. H doit être réalisé après E. I doit être réalisé après G. I doit être réalisé après G. Et J doit être réalisé après H, I. Donc après H, I. Maintenant, j'ai devant moi l'ordonnancement des tâches avec les liens d'antériorité, les contraintes d'antériorité. Alors maintenant, donc, nous avons ici la représentation graphique des tâches et les liens du projet. Alors, je vais mettre des libellés sur chaque tâche. Alors, donc ici, c'est acceptation des plans 4 jours, préparation du terrain 6 jours. Donc, ces tâches peuvent se réaliser en parallèle. Les tâches suivantes, donc c'est commande des portes et fenêtres 2 jours, commande des matériaux 1 jour, creusage des fondations 1 jour. Ces tâches peuvent se réaliser en parallèle. Mais par contre, après la réalisation des tâches de l'étape 1. Alors, donc les autres tâches, livraison des portes et fenêtres 10 jours, livraison des matériaux 2 jours. Donc, après les tâches de l'étape 2. Alors, on continue. Donc, coulage des fondations 2 jours. Et avec ces contraintes de liaison, alors I, c'est pose des murs, de la charpente et de la toiture, du toit. Alors 4 jours. Et finalement, mise en place des portes et fenêtres. Donc nous avons ici devant nous le projet ordonné. Et les contraintes de liaison. Alors, normalisation du graphe. Donc cette étape consiste à normaliser le graphe. Donc dans la théorie des graphes, le graphe des tâches doit avoir une tâche en entrée, considérée comme début du projet, et une tâche de sortie, considérée comme une tâche fin projet. Alors comme on a ici au début du projet 2 tâches, donc on doit normaliser en mettant une tâche début projet, mais par contre à la fin du projet on a seulement une tâche, donc elles peuvent représenter la fin du projet, comme on peut rajouter une autre tâche fin de projet. Donc pour normaliser, je vais rajouter étape 0, donc c'est la tâche début avec bien sûr un délai de 0 jours, c'est facultatif, c'est juste pour la normalisation du graphe. Alors maintenant la méthode Gantt.
La méthode Gantt, donc, il s'agit en fait d'un plan d'ordonnancement de type planning de bande. Bon, on va voir qu'il est encore utilisé, hein, normalement. Bon, on va le présenter d'abord, mais on va s'inspirer, avant de réaliser le diagramme de Gantt, on va s'inspirer du graphe réalisé précédemment, à savoir donc les étapes et les contraintes de liaison. Donc le graphe de Gantt, voilà, diagramme de Gantt, on a, et est représenté ainsi. Alors, on a les colonnes qui représentent le temps, donc une journée, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 17 jours. Et en ligne, on a les tâches. Alors, si je commence par la tâche A, acceptation, on a 4 jours. Donc, elle commence de 0 jusqu'à 4. Donc, la tâche A, hop, voilà. Donc, le diagramme de Gantt est représenté par des barres qui sont proportionnelles au temps. Donc, cette barre est égale à une longueur de 4. Donc, longueur que représente le temps. Donc, 4, ça veut dire 4 jours. Après, la lettre avec la tâche B commence, bien sûr, de 0, mais jusqu'à 6e jour. Okay. Après, on va présenter la tâche C. La tâche C, elle commence après la tâche A, directement après la tâche A, mais une durée de 2 jours, d'une journée. Donc, directement après et avec une durée d'une journée. Maintenant, la tâche D commence après A et B. La tâche D commence après A et B. Donc, commence après la tâche la plus longue. Hop. Maintenant, la tâche E commence après A. La tâche E commence après A. Voilà, donc après la fin de A, on a la tâche E. Et la tâche F commence après la tâche C. Donc, après la tâche C, la tâche G commence après la tâche F et D. Donc, G commence après F et D. Donc, après F et D, on a la tâche G qui commence. Alors, la tâche H commence après E. Donc, la fin de E, je commence la tâche H, qui a une durée de 10 jours. Après, la tâche I commence après G. Donc, la fin de G ici, commence la tâche I. Durée 4 jours. Après, la tâche J commence après H et I. Alors, H et I, donc, commence après la durée maximale. Donc, commence ici. Donc, voilà, donc ça, c'est le diagramme de Gantt. Bon, il a ses avantages parce qu'il est simple à réaliser. C'est un outil excellent pour notamment pour la communication. Il est compris par tout le monde. Mais par contre, son inconvénient, c'est que ce graphe ne met pas en évidence d'une manière claire les liaisons entre les tâches. Donc, comme on le constate ici, on ne voit pas de liaison entre les tâches. Et ce problème, on va le régler notamment avec la méthode PERT qu'on va voir donc, dans la prochaine partie. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.